Moi, je voulais simplement dire à Jean Sibilia, qui est le président de la conférence des doyens de faculté de médecine et qui est universitaire à Strasbourg, que nous étions très heureux de le rencontrer, de le recevoir, à la fois parce que nous avons un peu également l'ambition de réfléchir, peut-être de former, voire d'informer, c'est quand même son métier. Et c'était à la réflexion, après tout ce que nous avons fait aujourd'hui, je n'y reviens pas parce qu'on n'a ni le temps, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, Jean Sibilia sait ce que nous voulons faire. C'était important, nous semble-t-il, de terminer cette journée par une réflexion globale sur la formation des professionnels, la formation des médecins notamment, mais enfin, vous pouvez également éventuellement étendre cette réflexion à ce qu'est le professionnel de santé, puisque nous avons beaucoup imaginé qu'il devait être en interconnexion avec les autres. Nous avons tous ici, mais pour faire court, je ne vous le redis pas, des sentiments sur ces études-là, très partagés. À la fois, on a été aussi formés nous-mêmes, mais on a travaillé avec des professionnels. Donc on a évidemment tous de bons souvenirs et de très mauvais souvenirs. Et on se dit surtout que ces formations n'étaient pas ou ne sont plus adaptées aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et on vous a donc posé cette problématique. Vous, que faites-vous pour faire en sorte que les jeunes demain seront capables d'évoluer, de participer à la transformation de notre système de santé, de se moderniser, de nous moderniser et surtout d'être heureux dans leur métier. Merci Pascal. Merci beaucoup de me donner cette tribune pour discuter un peu avec vous. Donc Pascal m'a proposé de faire les choses en deux temps. Dans un premier temps, vous donner quelques grandes orientations pour lancer un peu le débat et puis après essayer d'échanger parce que je lui dis toujours oui quand il m'invite parce que quelque part, je reviens enrichi des discussions parce que je suis en face d'un panel de gens qui sont à la fois des gens de terrain, des gens qui réfléchissent et il n'y a pas une fois où je ne ramène pas 3-4 bonnes ou très bonnes idées que je réutilise, que je recycle. Hein. Donc merci déjà pour me donner quelques idées intéressantes, puisqu'on est dans une phase, comme vous le savez, un peu de transition. Hein. On est vraiment dans le dur, là, avec une annonce très concrètement des deux ministres, jeudi à Caen, à 14h, dès le matin, sur la réforme, le début de la réforme des études de santé, puisqu'il y aura probablement plusieurs autres annonces, certaines réservées au président, d'autres au ministre. On est là-dedans, donc on est dans le dur. On a tout intérêt, effectivement, c'est ce qu'on a déjà fait, à produire des idées, proposer des choses pour que nos politiques s'en saisissent. Et on a tout intérêt à ce que ça soit intelligent et que ça colle aux véritables besoins d'aujourd'hui. Donc c'était un peu ça le débat. Donc je voulais juste débattre avec vous de deux parties. La première partie, c'est quels sont les défis, parce que c'est un peu d'ailleurs votre méthodologie de travail. Hein. Je connais la méthodologie des groupes qu'anime Pascal, c'est de se dire aujourd'hui on en est où, de façon analytique, c'est quoi nos défis, et dans une deuxième partie, comment peut-on répondre à ces défis-là ? Je pense que c'est une bonne manière, plutôt que d'aborder la question comme on le faisait assez souvent, par une vision très académique, en disant voilà ce qu'on a à disposition, voilà quelle est la structure, et puis comment on y répond par les moyens qu'on a. Donc essayons de changer le paradigme, c'est très à la mode de dire ça, mais essayons de changer la méthodologie et de se dire quels sont les défis d'aujourd'hui, quelles sont les réponses qu'on peut apporter, et on verra après comment adapter les structures, les moyens à ces questions-là. C'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Je fais une petite parenthèse, c'est pas si simple, ça a été dit d'ailleurs hier, puisqu'on était plusieurs à partager hier une même réunion. Ça a été dit par Guy Valencien avec sa fougue et son verbe un peu provocateur, mais malgré tout, il a insisté sur quelque chose qu'on connaît tous, c'est la résistance, le facteur de résistance majeur de l'administration de nos institutions académiques, à nos ministères en particulier, et il est plus facile de porter un message politique, mais plus difficile de le mettre en œuvre au niveau des bureaux, et souvent le ralentisseur, le facteur ralentisseur, il est à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a une marge de travail importante sur le sujet. C'est pas un reproche, hein, parce que on nous envie dans le monde entier notre capacité de régulation administrative, et il y a des côtés très positifs, mais ce système a aussi un certain nombre de défauts, donc il faut qu'on arrive à mettre le curseur au bon niveau, hein. C'est ça la réalité des choses. Alors, quels défis, pour être bref, et je ne serai pas exhaustif, mais j'ai voulu citer les défis
défis principaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Je pense qu'il y a un premier conflit-défi qui est le défi, plus qu'un conflit, de la mondialisation. Aujourd'hui, on ne vit plus dans le même monde et dans quelques années, nous ne vivrons pas dans le même monde qu'aujourd'hui. Et ça va très très vite. D'ailleurs, un des thèmes la question qui avait été posée d'ailleurs à Guy Valencien hier soir, il y a répondu de façon un peu pessimiste en disant qu'on a pris beaucoup de retard et que c'est presque cuit, et tout en étant positif. Mais je crois qu'il a vraiment raison sur la mondialisation. Il y a un vrai débat. Aujourd'hui, il y a une compétition avec des pays émergents, ceux que vous connaissez et d'autres, et qu'on doit bien comprendre comment va se faire cette compétition en matière de formation. Elle existe dans le domaine de l'innovation, de la recherche, mais aussi de la formation. On peut prendre, si vous avez des questions, plusieurs exemples. Il y a pas mal d'universités qui organisent des études de santé, des études de médecine payantes, sous des modalités, avec des modalités flexibles. Enfin, donc il y a une vraie compétition en matière de formation, mais on sait que cette mondialisation et la vision que les autres ont de la médecine française, il faut aussi qu'on l'écoute. Alors, le hasard veut qu'à midi, j'ai déjeuné avec Bernard Charpentier, que beaucoup d'entre vous connaissent, Bernard, très impliqué à l'Europe actuellement et qui est à Bruxelles un jour sur deux. Et il m'a dit un truc intéressant quand même, toujours avoir une vision d'extérieur. Il dit la vision de l'Europe aujourd'hui, en ranking, vous voyez, de la France et de la science et de la médecine française, reste A+. Il y a que l'Angleterre et la France qui restent dans une vision, alors qui est peut-être faussée, qui est peut-être une vision idéalisée de ce qu'est la France, mais le ranking de notre médecine et de notre formation, elle est considérée A+, parce qu'elle est très sélective. Alors, vous voyez, vu de l'extérieur, les gens nous voient bons parce qu'on est dur. Alors, c'est sûr que nous, vu de l'intérieur, on ne nous voit pas suffisamment bienveillants pour nos enfants, pour nos étudiants, etc. Et on a tendance à faire baisser le curseur peut-être, mais n'oublions pas qu'on est dans une mondialisation où ce ranking-là, qui est la vision des autres, parce qu'on n'est pas seul en France, et on vit dans un monde qui est un monde très connecté aujourd'hui, ayons les deux visions à la Talleyrand. Vous savez, vous connaissez la vision de Talleyrand, il avait cet art-là de voir de l'extérieur et de l'intérieur. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision-là. La deuxième chose qui me semble être un défi important, et qui est un besoin d'aujourd'hui qui était peut-être pas le même il y a quelques années, c'est qu'on a une sorte de distorsion, l'élastique qui existe entre le besoin de soins courants et le besoin de soins exceptionnels, qui est l'application de l'innovation. Cet élastique, il s'étend, il n'arrête pas de s'étendre. Je prends un exemple. On aura toujours besoin de traiter des ulcères variqueux et des infections urinaires, mais aujourd'hui, à l'autre bout de la chaîne, le traitement d'un cancer du poumon, il n'est plus du tout le même aujourd'hui, et il est très différent de ce qu'il était il y a 5 ans en matière de complexité et notamment de coûts pour la société. Vous connaissez tous, je ne vais pas faire de médecine, mais le coût des inhibiteurs, des modulateurs de checkpoint, le coût des CAR-T maintenant, c'est juste des coefficients multiplicateurs de l'ordre de 1000, voire de 10 000. Donc c'est des coûts qui sont énormes, mais cette innovation, qui n'est plus un fantasme, ce n'est pas l'innovation dans un laboratoire exceptionnel, c'est ce que voudrait votre grand-mère, ce que vous voudriez plutôt pour votre grand-mère, si elle avait un cancer du poumon intraitable. Donc c'est une exigence d'intérêt général pour le peuple. Et cet élastique entre les besoins du quotidien et les besoins d'un accès équitable à l'innovation pour tous, pour être soigné le mieux possible avec les moyens d'aujourd'hui, quel que soit le coût, ça s'étend, ça se distend, et ça crée une complexité à la fois dans l'accès, je ne vais pas parler du soin, mais aussi de la formation. Comment est-ce qu'on forme nos médecins aujourd'hui à être capables d'être en Corrèze et de soigner l'ulcère variqueux de la grand-mère en province et de traiter un cancer du sein ou un cancer du poumon par un modulateur de checkpoint ou des CAR-T-cells. Comment on fait ? Comment imaginer ce que je vous dis? Je n'ai pas toujours de réponse à cette question-là, mais au moins posons le défi sur la table. Troisième chose qui me paraît vraiment important, mais qui est liée un peu au problème précédent, c'est que tout bouge vite et que nos populations, la photographie de nos populations évolue. Alors, j'ai rien de très original à vous raconter, mais je vais insister là-dessus. Aujourd'hui, nos populations sont vieillissantes. Comme on les maintient en vie longtemps et que des maladies létales deviennent des maladies chroniques, on augmente de façon exponentielle les populations de polypathologies chroniques. Vous avez tous entendu ça, ça n'a rien d'original, mais il faut quand même le rappeler, parce que cette modification épidémiologique majeure des populations, elle a aussi des conséquences non seulement
nécessairement sur le soin, mais sur la formation et l'innovation. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Et quand je dis formation, pour moi, quand je parle formation, retenez chaque fois que quand je dis formation, je pense à démographie médicale et démographie des métiers de la santé, et pas seulement médicale. Donc ça, c'est un enjeu quand même majeur. Le quatrième enjeu, et j'en ai identifié 5 parmi de nombreux, mais le quatrième enjeu, pour moi, c'est les clivages dans notre société qui créent en fait de multiples communautarismes sociétaux, dont certains sont fondés sur des critères comme la précarité, que l'on croit absente dans notre pays, mais qui est loin d'être absente. Vous avez vu tout le débat sur l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Dans les déserts médicaux et le défaut d'accès aux soins, il n'y a pas que l'absence de médecins. Je le sais parce qu'on a fait un travail à Strasbourg. Le principal facteur de non-accès aux soins, c'est la culture des gens qui ne comprennent même pas ce que c'est le soin. Pourquoi un diabétique ne se soigne pas? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médecin, c'est d'abord parce qu'il ne comprend pas pourquoi se soigner et qu'il ne comprend pas la notion de prévention. Donc il y a une véritable précarité sociale qui est liée à ces différences culturelles, économiques et multiples dont il faut tenir compte dans la formation et dans la répartition de l'offre de soins et donc de formation en aval. C'est où mettre les centres de formation et où envoyer nos médecins. Et le dernier défi qui paraît très très important, et là c'est encore je prends de la hauteur, mais je pense qu'il faut le dire à chaque fois, enfin moi je le répète à chaque fois, c'est à quoi ça sert de bien former des soignants, de bien former des médecins ou du personnel soignant, d'aller vers des soins de qualité supérieure si vous n'avez pas une vision de ce qu'est la planète et des enjeux majeurs et supra qui sont les enjeux de la biodiversité en particulier, enfin les enjeux de la vie. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ça aujourd'hui. Celui qui est biologiste et médecin a fortiori, et qui s'occupe de la santé des gens, s'il oublie que ça ne sert à rien de soigner si on détruit par ailleurs tous les écosystèmes qui nous entourent, ça ne sert à rien de vivre dans un désert ou dans une mer inerte. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et qu'on doit être, nous, dans nos réflexions et dans les messages qu'on passe, à chaque fois, ne jamais oublier de passer ce message-là, sans quoi je pense que c'est cuit à moyen terme, voire à court terme. Donc voilà, pour moi, les 5 ou 6 grands enjeux qui me semble important. Et le dernier, peut-être, c'est la cerise sur le gâteau, mais qui est un enjeu qui est plus, j'allais dire, non pas sociétal, mais méthodologique. C'est que tout ce que je viens de vous dire est contraint par quelque chose qui est simplement la dynamique du temps. C'est-à-dire tout ça, ce que je vous ai dit est probablement vrai, mais tout ça évolue de façon exponentielle. C'est-à-dire les besoins de connaissances et de compétences évoluent à une rapidité, ça ne vous a pas échappé, tout évolue beaucoup plus vite qu'avant. Les générations qui étaient de 20 ans sont de 5 ans aujourd'hui, vous connaissez ces règles-là. La connaissance et la compétence, elles nécessitent des adaptations qui se font à un rythme qui était différent autrefois. Autrefois, finalement, le rythme des études médicales qui est de 10 à 15 ans était adapté à s'adapter à ces défis-là, à ces besoins-là. Aujourd'hui, je crains que cette dynamique-là soit différente. Aujourd'hui, ça change tellement vite qu'on doit être capable d'être flexible dans notre formation. Donc, il faut qu'on imagine aussi des moyens de former plus rapidement ou de reformer, de basculer. Et on se dit bien que le métier qu'on fera aujourd'hui ne sera probablement pas le même dans 5, 10, 15 ans, peut-être pas 5 ans, mais 10 ans, à tous les coups. Mon père était médecin généraliste, je le rappelle souvent, mais je pense qu'il a fait exactement le même métier, ou presque, quand il s'est installé, et 40 ans après. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste inimaginable. Donc pour des tas de raisons dont on peut débattre, et ça sera l'objet des questions. Alors comment répondre très succinctement à ces défis-là? Moi j'avais 6 réponses à ces 6 défis. Je me suis pris quelques notes, mais justement c'est un brainstorming partagé. Je pense qu'une des premières façons de répondre à ça, c'est avoir déjà de base une capacité à recruter des professionnels sur des profils différents et notamment à passer ce message très tôt dans une vision éducative de nos jeunes, de nos gamins. C'est à l'école que ça commence. Ça se fait pas qu'à l'école, ça se fait dans la famille. Mais si vous commencez à vouloir transmettre des valeurs, alors c'est encore possible à l'université, si les graines n'ont pas été un peu plantées avant, c'est peut-être un peu tard. Donc le vrai travail, c'est un travail de cohérence globale. D'ailleurs, c'est un peu le principe de mes 6 réponses. Mes 6 réponses ne peuvent s'intégrer que dans une vision cohérente et globale des choses. Si on ne fait pas le travail de façon cohérente dès l'école, qu'il y ait déjà une initiation aux enjeux de prévention, aux enjeux de santé publique, aux enjeux sur la biodiversité, aux enjeux sur le bien-être et la bienveillance, si ce n'est pas dans l'éducation
si ce n'est pas des valeurs qu'on transmet dès l'éducation, dès l'école, quand vous arrivez à l'université, si vous n'avez pas été formé comme ça, c'est compliqué de tout faire à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur cette éducation et sur le recrutement de futurs médecins, peut-être sur des profils un peu différents. Alors, c'est facile à dire, pas facile à faire. En d'autres termes, c'est comment on va gérer l'entrée à l'université. Alors, Parcoursup est le début de la question, c'est le tout début de la question avec les fameux attendus. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Si on veut aller plus loin, évidemment, ça nécessite un débat de société quasiment, notamment en France, où l'accès à l'université doit être libre et équitable. Donc, il y a tout un débat de société à mener sur ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet. Si on veut avoir les moyens de recruter ceux qui sont faits pour être des soignants, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Aujourd'hui, on ne l'a pas réellement, même s'il y a eu quelques progrès. Deuxième réponse, c'est réformer, mais réformer non pas comme on l'a fait, vous savez, comme un peintre avec des petites touches de couleur sur le tableau et on change tout le temps, c'est se dire on a une vraie vision globale de où on veut aller. Donc il faut que ça soit une réforme cohérente. Alors on a fait le 3e cycle, on va faire le 2e cycle, mais il faut qu'on arrive à montrer qu'entre entrée à l'université, le 2e cycle, la formation initiale, le 3e cycle et au-delà, la formation au cours de la vie par le DPC, nos soignants, et j'utilise volontairement le terme soignant, il faut qu'il y ait une vraie cohérence globale de cette formation. Je ne vais pas vous détailler le principe de la réforme du 2e cycle dont on va annoncer quelques éléments jeudi. Les ministres vont annoncer quelques éléments, mais très clairement, on a quelques orientations. La première orientation, c'est arrêter de remplir la tête de nos étudiants avec des éléments de connaissances qui sont de toute façon stockables et accessibles de meilleure manière par d'autres outils à très court terme. En revanche, développer le principe de compétence. Je prends un exemple alors vraiment super appliqué. On a des enquêtes qui montrent qu'un interne sur 2, au minimum selon les filières, ne sait pas traiter une infection urinaire. Donc c'est quand même assez édifiant. En revanche, un des dossiers progressifs de l'ECN de la semaine dernière, je sais pas, il y a beaucoup de médecins dans la salle. Qui est médecin ou soignant ? Voilà, vous allez, alors les médecins, je m'excuse pour les non-médecins, mais le dossier, c'était un syndrome de Turner enceinte. Le syndrome de Turner, c'est une anomalie chromosomique rarissime. Jeune femme qui théoriquement est stérile, qui tombe enceinte, et la question à des médecins de 2e cycle, formation initiale, c'est moi, enfin, je ne saurais absolument pas faire ça, vous voyez, et je pratique depuis 30 ans. C'est débile, il faut être honnête. Donc on a besoin de revenir à une sorte... Je suis désolé, je ne sais pas si quelqu'un était responsable de la question, pardon, mais je m'exprime un peu... Voilà. Mais voilà, il faut revenir en fait à un principe de bon sens que le 2e cycle, premier et 2e cycle, c'est une formation de tronc commun et qu'après on ira vers des formations spécialisées. Donc plus de compétences, moins de connaissances. On a même fixé un socle. On se dit qu'on veut réduire de 2/3 les connaissances qu'on transmet pour augmenter les compétences et évidemment essayer de transmettre dans ce 2e cycle une capacité à se projeter dans un projet professionnel. Là aussi, très concrètement, moi, j'ai interrogé pendant des années mes étudiants, vous pouvez le faire, amusez-vous. J'ai un neveu qui est en 5e année. Je lui dis, mais Benjamin, il s'appelle Benjamin, il a des cartes. Je lui dis, Benjamin, tu veux faire quoi ? Il me dit, je verrai ma note à l'ECN. Voilà le projet professionnel des étudiants. Et c'est 3 sur 4, quoi. Alors, il y en a qui ont des projets. Il y en a qui veulent être médecins généralistes. Bon, je plaisante un peu, mais c'est une caricature, mais c'est vrai. Donc, essayons de leur permettre d'avoir un projet professionnel. Donc, il y a une technique qui s'appelle le matching, comme les Canadiens. Donc, il y a une part dans l'évaluation, la validation et le choix en fin de 2e cycle, une part de projet professionnel. Et dernier point pour cette réforme de la formation, on aimerait quand même insister, mais ça on essaie de le faire depuis un certain temps, mais c'est dur de passer à l'acte, mais ça se fait progressivement, que nos étudiants vivent mieux leurs études. Clairement, voilà, ils vivent mal leurs études. Moi, je le sais par mes étudiants, je le sais par mon neveu. C'est dur, c'est compliqué. On sort de la PACES, on va vers le CN, on est entre le marteau et l'enclume. Il faut sortir de ça. Il y a des propositions qui permettront de sortir de ça. Il faut qu'on vive ces études mieux. Certains le vivent bien, certains le vivent très mal. Ne caricaturons pas dans un mauvais sens non plus. Je veux dire, c'est quand même un super métier. Enfin, c'est assez génial quand même, ces études-là. Ce n'est pas non plus un massacre, mais c'est dur, mais c'est difficile. Il faut reconnaître que c'est difficile. Pas de caricature, pas d'instrumentalisation non plus des choses à mauvais escient. 3e réponse au défi, ça va faire plaisir à Pascal, c'est si on veut avoir une vision internationale, il faut qu'on incite nos étudiants à tous partir à l'étranger dans un stage international. On l'a mis dans notre plateforme.
Et voilà, et tu m'as dit que c'était bien, que tu pousserais ça. Mais comme dans les écoles de commerce, voilà, le monde est le monde aujourd'hui. Si tous nos étudiants pouvaient, et qu'on leur permette dans leur projet professionnel d'avoir une année de césure ou de formation à l'étranger, Erasmus, vous savez, l'Europe... Enfin, vous savez comme moi, l'Europe n'est pas un immense succès, malheureusement. Il y a beaucoup de choses très positives, mais on l'oublie. Hein, peut-être on vit en paix depuis 50 ans, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme depuis jamais. Et j'espère que ça continuera. Ne l'oublions quand même pas. C'est un immense succès, à mon avis, de l'Europe, mais ça ne se voit pas. Le peuple ne voit dans l'Europe que l'administration européenne, la réglementation, que ces choses, alors que ça a d'autres vertus. Mais si l'Europe a une vertu, c'est Erasmus. Hein. S'il y a un truc qui a marché, on est bien d'accord, c'est Erasmus, sauf qu'il faudrait l'étendre à tout le monde. Donc, troisième élément, le voyage, le séjour obligatoire en césure, pas césure, moi je pense que c'est bien. Bon. Je te dois en partie, mais je te l'avais raconté avant qu'on en parle, mais là on l'a vraiment mis dans notre plateforme. Quatrièmement, c'est le pluriprofessionnalisme. Je pense qu'on a besoin, en fait, pas de former que des médecins, vous avez bien compris. Hein. L'offre de soins, le parcours de soins en ville, à l'hôpital, mais on est là-dedans depuis des années. On ne dit pas quelque chose qu'on découvre. On est là-dedans depuis, certains l'ont dit bien avant moi. Moi, j'y crois vraiment. On doit partager les tâches. Et aujourd'hui, le médecin n'a pas à tout faire, ne doit pas tout faire. Et si on veut une offre du soin adaptée, il va falloir être des professionnels. Et on le fait déjà, je le rappelle, par la PACES. Hein. La PACES, il y a quand même, selon les facs, 5 ou 6 filières qui se forment sur les mêmes bancs de l'école et qui donc de fait déjà collaborent et ont une même base commune. Mais il faut continuer et ce pluriprofessionnalisme, il faut inciter à le disséminer au cours du deuxième cycle et du troisième cycle, ce qu'on fait déjà. Ce qui permettra en fait, et ça c'est fondamental, parce que c'est un peu ça les mots-clés de l'affaire, d'avoir en fait des parcours de soins, de formation et de recherche gradués. En fait, ce qu'on n'a malheureusement plus dans notre pays, mais c'est une évolution un peu égalitaire. On a fait croire au peuple qu'on pouvait tout faire partout en absolue équité, à la fois en matière de soins, de formation et de recherche et d'innovation. C'est juste impossible. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience de ça, arrêter de mentir au peuple et de dire on ne peut pas tout faire partout, on ne peut pas tout soigner de la même façon partout, on ne peut pas faire toutes les formations partout et la recherche et l'innovation. Donc il va falloir être courageux et se dire on doit avoir une vision territoriale, locale, régionale, nationale, internationale, avec ce que moi j'appelle la graduation du parcours soins, formation, recherche. Mon job, c'est surtout le parcours soins et parcours formation et recherche, mais il pourrait être décliné dans les 3 domaines. Cinquième réponse au défi, et je ne m'étendrai pas, mais il est fondamental, c'est l'outil technologique. Aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas avant. C'était l'objet, je remercie David encore d'avoir organisé au Sénat hier une magnifique réunion sur l'intelligence artificielle. On a débattu toute la journée, effectivement, des outils de l'IA, et clairement, dans la formation, il faut former par et à l'IA, en fait. Hein. C'est une évidence aujourd'hui, et il y a déjà des initiatives. Il faut accélérer le pas très concrètement, et on a vraiment pris le taureau par les cornes, et je crois que Olivier Palombi vous a présenté une formidable opération nationale de grande ampleur qui s'appelle UNES, qui est une plateforme francophone aujourd'hui, numérique, qui a des multifonctions, et je pense qu'on peut développer l'outil. C'est un super projet avec plein de... Parce qu'Olivier vous a tout raconté, mais c'est un super projet. Et on a aujourd'hui un outil à disposition de la communauté qui est à multivalence et qui permettra, entre autres, de développer cette technologie au profit de la formation. Ça se fait déjà, vous savez, par des MOOC, hein, mais ça, c'est le b.a.-ba. En fait, c'est has-been, hein, quasiment les MOOC, hein, ou presque. Hein, mais ça se fait par la simulation, ça se fait par d'autres outils. L'IA qui accompagne la simulation, se forme à l'IA. Enfin, je n'ai pas le temps de faire le débat autour de ça, mais c'est un sujet en soi qui est hyper important. Mais l'IA, on l'a dit hier et je l'ai répété, l'IA doit permettre de dégager des neurones, en fait, en remplaçant les neurones utilisés par la connaissance pour mettre ces neurones sur la bienveillance, le bien-être et l'humanisme, pour essayer de garder une fonction au médecin qui doit être malgré tout, et je veux dire fondamentalement, une mission d'écoute et de coordinateur de l'action de soins. On est là pour ça, hein, c'est notre mission principale. Donc j'espère que l'IA permettra ça, enfin elle doit permettre ça, mais elle ne le permettra que si on a envie
que ça le fasse, quoi. N'oublions pas, on est maître de notre destin, hein. On ne subit pas le post-humanisme, hein. Le transhumanisme, le post-humanisme, l'homme augmenté, c'est nous qui le décidons, avec toutes les considérations éthiques que vous connaissez. C'est notre destin, l'homme a son destin entre les mains. Je crois qu'il ne le sait pas, malheureusement, tout le monde n'en a pas pris conscience, mais c'est un vrai débat et on le retrouve. Et donc, évidemment, mon dernier point est celui-là, c'est que si le monde évolue et si on a des réponses, vous voyez, gradées sur tout ce que je viens de vous dire, il restera quand même une réponse qui sera la réponse de l'intelligence naturelle. Il y a l'EN et l'IA, l'intelligence naturelle versus l'intelligence artificielle. Le monde de demain, il va être construit comme ça. Et il faut qu'on développe l'intelligence naturelle de l'être humain que le robot, aujourd'hui, ou l'intelligence artificielle ne va pas supplanter. Cette capacité de créativité, d'humanisme, le temps qu'un robot soit réellement humaniste ou créateur, ça viendra peut-être, hein, mais on ne sera probablement plus là pour le voir. Enfin, la plupart des gens dans cette salle, sauf peut-être les plus jeunes. Donc, développons cette qualité de l'homme, de cette intelligence naturelle et cet humanisme, parce que je crois que c'est aussi une réponse dans la formation. En tout cas, c'est un fil rouge qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que c'est, comme je disais précédemment, il y a des grands éléments de langage, un fil rouge qu'il ne faut pas oublier, et c'est à nous de tracer la route, hein, du destin de nos jeunes. Hein, et moi, tant que j'aurai la parole sur ces sujets-là, j'insisterai à chaque fois pour rappeler ces points-là, et j'espère que je pourrai le transmettre à ceux qui succéderont. Voilà, j'étais pas trop long, Pascal. Voilà, 6 défis, 6 réponses. Et parole à la salle. Merci beaucoup, Jean Sibilia. D'abord, votre présence nous est très importante, surtout quand vous annoncez de bonnes nouvelles. Donc, c'est quand même sympa d'être venu nous les donner. Je crois que c'est peut-être pas le temps, sauf si vous voulez avoir un dialogue, mais enfin le temps imparti à cette journée est maintenant terminé, ou à peu près. Je voulais vous présenter Myriam et François Decles. Et Myriam, venez là, peut-être une seconde. C'est pour vous étiez les rapporteurs de nos ateliers. Alors les ateliers, je crois qu'il faut vraiment, comme me l'a demandé Jean-Noël, que nous allions plus loin, hein, que nous utilisions la semence qui a été faite dans ces ateliers et que nous fassions des propositions, parce qu'effectivement, d'après ce que j'en sais, ces ateliers, enfin j'en ai suivi un, mais ces ateliers étaient riches. Hein. Oui, absolument. Alors moi, j'étais sur l'atelier Digital Big Data. On en a déjà beaucoup parlé. Alors, les deux modérateurs étaient Sabine Réal et Jean-Noël Collin. Il y avait 3 interventions que je vais résumer très succinctement. Celle d'Alain Livartowski, PIPH à l'Institut Curie, qui nous disait effectivement, quand on parle digital big data, on a envie d'aller loin, mais déjà le premier temps, c'est d'informatiser les données patients et donc de passer de Gutenberg à Google. Je trouvais ce clin d'œil très vrai. Et avant de se lancer dans les big data, il faut déjà les obtenir. Ça a été suivi par l'intervention de Xavier Valin, directeur général de Viviewer, justement, qui propose un outil dossier patient informatisé. Donc là, avec justement l'idée de sortir des cimetières de données, des dossiers patients qu'on ne pouvait pas analyser à part aller dans les archives et puis tout rechercher, mais faire un mode de requête de données intéressant et impactant pour avoir une idée de la prise en charge globale par patient, également par pathologie et sur l'idée des territoires dans la prise en charge et la permanence de soins. Et puis enfin, Jean-Pierre Thierry, qui est conseiller de France Asso Santé, nous a présenté des idées de levier pour justement évoluer vers l'innovation avec la notion de pertinence dans l'innovation et l'impact qu'ont les patients, puisqu'ils sont demandeurs de cette innovation lorsqu'elle leur sera utile, et comment les associations de patients peuvent s'impliquer et également prendre part, et ça c'est très important je pense, dans le développement de l'accès aux innovations. Oui, alors dans les conclusions que nous tirerons tous les 4, on évoquera évidemment, parce que plusieurs d'entre vous nous ont demandé pourquoi il y avait aussi peu de patients dans notre groupe. Nous avons des réponses, donc on va vous les donner. François, tu peux faire en 1 minute aussi ? Ouais. Oui, alors je vais être très rapide, mais forcément lapidaire, puisque nous étions dans un groupe passionnant. Moi, ce que j'ai retenu d'essentiel, c'est qu'on nous a présenté 2 exemples de ce qu'on peut penser être la manière future de travailler.
dans le monde médical. C'est l'idée donc des communautés professionnelles pluridisciplinaires. C'est une véritable révolution sur la manière de travailler. Elles ont déjà démontré leur efficacité à travers les 2 exemples qui nous ont été présentés. Le premier exemple était plus centré sur le coordonnateur MSP, c'est-à-dire le coordonnateur qu'on accompagne dans la montée en puissance pour qu'il soit capable d'être quelqu'un qui gère la maison de santé pluridisciplinaire. Et puis, l'autre exemple, mais les 2 exemples se croisent, hein, c'est la prise en charge coordonnée du patient à partir d'une plateforme où travaillent ensemble différents représentants de la fonction médicale. Et là, on peut voir qu'il y a une puissance, une force de frappe extraordinaire qui fait que même la complexité, parfois, par le seul fait de mettre en coordination et en communication des acteurs qui ne se parlaient pas, fait qu'il y a des problèmes qui se trouvent résolus. Ça fait gagner du temps à beaucoup de gens. Et en même temps, ça a démontré aussi des efficacités et des gains en termes économiques. Alors, effectivement, comme tous ces changements et toutes ces organisations nouvelles, il y a, comme on l'a déjà vu, des irritants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si elles ont réussi dans leur domaine, j'allais dire dans leur coin, si elles veulent grandir, il faut qu'elles arrivent à démontrer auprès d'autres acteurs leur pertinence. Merci François. Peut-être avec Monique, on va faire la synthèse en 1 minute, s'il te plaît. Oui, donc l'atelier parlait de comment être attractif pour les personnels non médicaux et médicaux. Donc pour les personnels non médicaux, Charles Guéprat, le DG du CHUDNIS, nous a montré tout ce qui était fait, parce qu'on a aussi un problème d'attractivité des personnels non médicaux, avec un alignement sur les rémunérations, un travail pour arriver à conserver un projet pour les personnels, les accompagner, leur promouvoir des formations, les accompagner dans un projet professionnel, ça c'était très important. Pour le personnel médical, pour être très très synthétique, une présentation a été faite sur le post-internat et sur le fait que les médecins qui sortent de la formation sont vraiment intéressés pour aller dans les hôpitaux publics. Ce n'était pas forcément une évidence. La rémunération n'est pas le seul élément qui les intéresse, loin s'en faut. Les carrières universitaires ne sont pas non plus celles qui sont les plus intéressantes. Donc il y a vraiment une volonté des médecins qui sortent de formation d'intégrer le monde hospitalier, si tant est que la formation soit assurée, qu'il y ait aussi des projets professionnels, un accompagnement. Et ce qui ressortait de cette enquête, c'est que les internes, enfin ceux qui sortent de l'internat sont tout à fait disposés à embrasser des fonctions managériales, à conduire des projets, si tant est que le minimum de base leur soit bien servi sur des conditions de travail correctes, une permanence de soins bien assurée et une sécurité dans les modalités de fonctionnement. Ce qui est ressorti aussi par M. Gorincourt de Marseille, c'était que sur le métier, l'attractivité médicale, il y avait un vrai sujet de travailler le management médical. Et ce qui est ressorti, c'est que sur les fonctions de chef de service, il était probablement intéressant de faire évoluer cette fonction vers des fonctions managériales, certains disant même uniquement managériales, et on parle peut-être de moins en moins de la fonction de chef de service que des fonctions de responsable d'unité, responsable d'activité, avec un souci sur le management, et puis peut-être des propositions d'intégrer dans les modules de formation des médecins au sein d'une carrière professionnelle, des modules managériaux que certains, selon leurs appétences, pourraient suivre pour arriver à assurer ces fonctions. Donc il y avait quand même un grand souci aussi de pouvoir offrir dans des carrières médicales des fonctions managériales avec un accompagnement, une formation. Bien définir, moi j'ai retenu, bien définir les responsabilités en fonction effectivement des besoins, mais aussi des envies, des compétences et des envies des professionnels. Et Guillaume a parlé, c'était original, de ces matrices de carrière, ce terme de matrice de carrière qui devrait faire Flores. Voilà. Alors nous, on va vous présenter tous les 4 une slide qui va reprendre
Françoise. Voilà quelques pistes de propositions pour les universités du change, pour l'université du change management dans nos actions de 2018-2019. Alors d'abord, il faut effectivement, je crois, et puis chacun va dire ce qu'il en pense ou prolonger ce que je vous présente là en quelques mots, structurer, développer notre groupe des 100. Notre groupe des 100, c'est symbolique, nous sommes déjà plus de 100, mais vous pouvez également, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, nous rejoindre et surtout inciter, ou en tout cas proposer tout simplement à des collègues ou à des amis de nous rejoindre. C'est un groupe ouvert, vraiment ouvert, qui est à la fois le mélange, ou en tout cas le mélange harmonieux entre des experts et des gens qui sont des gens de terrain, qui travaillent dans la santé avec l'envie de mieux faire ou de bien faire et de mieux faire. Donc le développement de notre plateforme, grâce aujourd'hui, alors c'est www.universitéduchangemanagement, tout simplement, .fr. Et c'est notre plateforme que vous pouvez alimenter, que vous pouvez regarder, qui va évidemment diffuser à la fois toutes les vidéos, tous les films que nous avons réalisés, des textes, il y aura de la documentation, notamment qui nous est fournie par François Decles, mais également par vous si vous le souhaitez. Donc les textes qui sont les textes les plus intéressants, les plus centraux des questions de santé, des questions de management. Évidemment, je pense que David va nous fournir également des textes originaux, nombreux écrits. Alors ces vidéos et cette diffusion sur les réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux, vous verrez, nous diffusons pas mal déjà d'informations. Les comptes rendus des séances, c'est un très gros travail que François Decles mène, c'est-à-dire que toutes nos réunions font l'objet de comptes rendus dans une certaine mesure, enfin non pas exhaustifs, mais en tout cas synthétiques, et qui donc vous permettent de suivre nos débats. Il y avait une autre slide, je crois, ou pas? Oui, voilà. Alors, on va créer sans doute des petites rencontres, des petits déjeuners, dîners, rencontres avec, toujours dans ce cadre-là. C'est à la fois le moyen probablement de rencontrer des personnalités, de dialoguer avec elles. Si vous voulez rajouter, Dominique, un certain nombre de choses, faites-le. Alors, des articles. Alors, je remercie tout particulièrement Renaud Degas, que je ne vois pas et qui est là derrière, qui est le patron de Presse Info Plus et de La Veille, notamment, à qui il nous a confié une mission d'éditorialisation. Donc, on est très content et qui sera une lettre importante. En tout cas, c'est un réseau de diffusion et d'information important. Regardez cette lettre qui a beaucoup de succès, enfin qui commence à en avoir en tout cas, et qui en aura encore plus grâce aux contributions que nous allons lui apporter, avec des textes longs, des textes qui sont des textes de référence, enfin on va essayer de les faire, enfin on a commencé déjà, et puis d'autres journaux, parce que je remercie toujours nos confrères journalistes qui s'intéressent à ce que nous faisons, il y en a plusieurs, encore merci, donc voilà, nous avons des liens étroits avec eux. Alors, ce colloque scientifique que l'on va faire, ici, on est toujours dans ce groupe des 100. Hein, donc, nous avons travaillé encore entre nous pour essayer d'élaborer en réalité nos propres analyses, nos propres pensées. Mais après, nous allons les exporter. Et c'est là où je réponds aux demandes, pas nécessairement aux critiques, enfin aux demandes qui ont été faites. Il faut les ouvrir à d'autres, hein, et notamment évidemment aux patients. Mais nous avons pensé que c'était quand même très important de bien structurer nos propres pensées entre professionnels de santé ou, pour ce qui nous concerne, journalistes ou éditeurs de ce monde de la santé, de bien comprendre avec eux, pour eux et avec eux, en premier lieu, de mettre les choses au clair, ça prendra du temps encore, et avant de pouvoir dialoguer avec d'autres. Mais évidemment, nous sommes ouverts, ou alors à tous, aux hommes politiques, aux femmes et aux hommes politiques, et à leurs représentants, et également, bien entendu, aux patients, en tout cas aux associations de patients. Alors j'espère que nous ferons un livre collectif auquel vous pourrez contribuer sur les transformations de notre système de santé. Et je laisse à Pierre Marès et à David vous parler, et Dominique, de ce projet d'incubation de projets de terrain, parce que c'est un peu leur bébé. C'est identifier des projets que l'on peut accompagner et valoriser. Alors peut-être Pierre. Oui, alors je pense que c'était par des raisons obstétricales qu'on m'a confié la première parole.
Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis gynécologue obstétricien. Donc sur le plan pratique, je dirais que l'idée un petit peu de se retrouver ici, c'est de sortir un peu de cette désespérance qu'on entend un peu de partout. On est là pour se retrouver et je pense que les jeunes générations est aussi dynamique que nous, a autant de capacités que nous et fera largement, à mon avis, aussi bien que nous. Et l'idée, c'était peut-être de sortir une méthode pour les aider, parce que ce qui nous reproche le plus, c'est de les gêner et donc de les empêcher d'avancer. Et je pense, je l'ai dit ce matin entre deux interventions, c'est qu'en fait, on a un système en France qui empêche à tout projet d'avancer. On fait de l'évaluation avant de faire de la expérimentation, évaluation. Il faut qu'on change ce concept. Et donc l'idée qu'on s'est dit un petit peu entre nous, c'était pourquoi pas, à partir de l'expérience des gens qui forment ce groupe, des 100 et autres, eh bien, ne pas retenir des projets qu'on soutiendrait en leur apportant nos expériences, nos compétences, nos relations éventuellement, pour leur permettre de réussir. J'en dis pas plus, parce que sans quoi je pourrais en parler. Bien, de toute façon, ça a été un petit peu montré avec ce qu'on avait dit sur les nouvelles formes d'organisation. Hein, de dire aujourd'hui, les expérimentations, le groupe des 100 et plus est là. Tout le monde est conscient qu'il est important de faire des choses. Il y a beaucoup de choses qui se testent, qui se font sur le terrain, sauf que ça ne prend pas la mise à l'échelle, comme on l'a dit. Donc, au sens accélérateur de start-up, hein, on peut pas dans cet objectif-là, mais d'innovation organisationnelle. Je pense que c'est clé aujourd'hui. Et c'est aussi des attentes aussi des jeunes aussi qui veulent avoir ces aventures entrepreneuriales par rapport à ça dans les formations. Donc, on le voit aussi aujourd'hui. Et vous tous, vous avez une fonction qui peut être collectivement utile, c'est que le public de ce groupe des 100 ou plus est très diversifié, mais en même temps, vous occupez des responsabilités, des places dans le système, à des nœuds qui sont souvent significatifs, voire décisionnels. Donc, permettre à des projets d'avoir une visibilité, d'avoir un accompagnement, d'avoir une possibilité de pouvoir être promu, c'est aussi une fonction qu'on veut essayer de prendre, puisque bon, il y a aujourd'hui une large floraison et d'appels à projets via ces fameux articles 51, mais ils ne bénéficieront pas tous, s'ils ne sont pas dans le rail de ce que le régulateur attend, d'une attention, d'une promotion et de la bienveillance collective qu'un groupe comme nous pouvons donner. Donc il y a cette ambition de porter, alors on ne pourra pas en porter énormément, mais de porter quelques projets qui nous paraîtraient intéressants en regard des thèmes et des objectifs qu'on s'est donnés. Alors, grâce à, d'ailleurs, Asmaan, mais également à Dominique, je voulais dire, Jacovenko, c'est que, effectivement, nous voudrions avoir également l'ensemble, le plus de professionnels de santé possible, donc des soignants, donc des infirmiers, donc des libéraux, dont des médecins libéraux. Aujourd'hui, nous n'en avions pas beaucoup, à part nous avions les meilleurs, certes, mais je pense que ça a fait partie de notre stratégie. Hein, ils travaillent. Mais nous avons bien ça en tête, et dans toutes les propositions que nous allons faire, vous verrez, nous répondrons à ces attentes-là. Alors, et puis, on a sans doute également à faire un MOOC à la fin. Alors, merci. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que tu dois repartir, mais en tout cas, on est très content de ta présence, qui est à la fois intéressante et symbolique. Merci. Merci Dominique. Alors j'en profite, donc voilà, je termine, si vous êtes d'accord, pour remercier nos partenaires. Je les recite, c'est vraiment important parce que vous voyez, nous avons beaucoup d'ambition, donc ils nous aident. C'est General Electric, c'est BMS. Alors merci Jérôme, hein, tout particulièrement, parce que nous sommes accueillis ici chez vous. BMS, La Médicale, je ne sais pas si Jean Villanova est encore là, Viviewer et Segap. On est très heureux de travailler avec vous. Je remercie évidemment les équipes. Alors les équipes sont menées notamment de main de maîtresse par Françoise Millet. Encore merci Françoise pour tout. Emmanuel T à la technique, notre réalisateur, Emmanuel Decle, François Decle que j'ai déjà remercié. Et puis voilà, nous allons nous aussi tracer notre route et nous avons, je crois, été contents, hein, me semble-t-il Dominique, de ce qui a été fait aujourd'hui. Nous devrons d'abord prolonger, nous le savons, nos réflexions, mais on a vu qu'il
il y a une vitalité des réflexions, il y a une vraie réalité de bonne volonté, et on a quand même senti qu'il y avait chez tout le monde une réelle capacité à bouger. Alors, Jean Sibilia nous a annoncé, enfin nous le savions, rien n'est fait au hasard, qu'il y avait des échéances. Voilà. Alors nous sommes prêts à les écouter, à les entendre, à les suivre, voire à les critiquer. Et ce n'est qu'un début ici, donc ce n'est même qu'une étape, et nous avons l'ambition d'aller plus loin. Dominique, tu es content? Est-ce que tu es un président content de travailler avec nous? Je pense qu'on peut remercier Pascal d'avoir eu l'idée de ce projet, de l'avoir porté depuis l'idée jusqu'à la réalisation et d'avoir permis que cette journée ait lieu et qu'il y en ait d'autres.